Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut les cinéphageux et les cinéphageuses et bienvenue dans ce quatrième épisode de la 36e chambre du cinéphage où cette fois-ci nous allons parler d'un film très différent de ce que nous avons abordé jusqu'à présent puisqu'il s'agit de Cure de Kiyoshi Kurosawa, un film beaucoup moins ouvertement divertissant que les trois films que nous avons abordés précédemment mais tout aussi passionnant. Mais avant de commencer à parler du film de Kiyoshi Kurosawa, nous allons déjà dire bonjour aux auditeurs, donc bonjour à tous et à toutes, et nous présenter. Donc, je suis Aurélien, et comme d'habitude, je suis accompagné par Johan. Donc, bonjour Johan. Salut Aurélien et salut aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Comme dit précédemment, cet épisode, nous allons donc parler de Cure de Kiyoshi Kurosawa. Avant de rentrer en détail dans ce film, nous allons le pitcher brièvement. Donc, en fait, Cure de Kiyoshi Kurosawa est un thriller policier qui se déroule à Tokyo à la fin des années 90. On y suit un inspecteur de police nommé Takebe, et ce dernier enquête sur une série de meurtres. Alors, les victimes sont retrouvées avec une croix gravée au niveau du cou, mais il se révèle assez rapidement que malgré un mode opératoire récurrent, donc les croix au niveau du cou, le tueur n'est jamais la même personne. Et Takebe donc ne va pas tarder à découvrir que les tueurs n'ont pas agi de leur propre chef, mais ont été hypnotisés par un jeune homme amnésique qui ne sait ni qui il est ni où il se trouve. Cet homme n'a aucune mémoire. En fait, on pourrait un peu le définir comme une sorte d'enveloppe vide qui erre et qui répand le mal. Ben écoute, j'ai déjà abordé un peu Kiyoshi Kurosawa, puisque Kiyoshi Kurosawa, c'est un cas un peu à part en fait dans le cinéma japonais contemporain. Donc c'est comme pas mal de gens, si je me trompe, il a démarré sa carrière assez tôt en fait dans le milieu des années 80, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, milieu des années 80, oui. Avec notamment des films érotiques, si je dis pas de bêtises non plus. C'est ça, il travaillait dans le Pinku. Dans le Pinku, puis après dans le cinéma un peu fantastique, et en fait c'est quelqu'un qui s'est fait connaître par un système de production assez atypique au Japon qui avait lieu à l'époque, qui s'appelait le V-Cinéma. Le V-Cinéma qui est pour vidéo-cinéma, donc c'est-à-dire que c'était des films qui étaient construits directement pour la vidéo. C'est un peu plus ou moins l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui le direct to vidéo, mais avec un système un peu plus, on va dire un peu plus pro, on va dire un peu moins cheap, si on peut dire ça comme ça. Si, parce qu'il s'agissait quand même de tout petit budget, mais pour le coup c'était quand même une industrie qui avait son importance, étant donné que le milieu du V-cinéma au Japon était souvent vraiment un tremplin pour des jeunes cinéastes dont certains avaient quand même un assez fort potentiel, et ils faisaient leurs premières armes donc sur ces petits budgets qui étaient souvent des films de genre très codés, genre par exemple du film de Yakuza, etc. Et ensuite, à partir de ça, ils pouvaient ensuite souvent avoir une assez longue carrière dans le V-cinéma, parce que généralement le V-cinéma, ils en réalisaient plusieurs par an, et après cette longue carrière dans le cinéma, souvent ils passaient au cinéma traditionnel, donc tourné en pellicule pour les salles. Ça a été le cas de nombreux cinéastes, comme Kiyoshi Kurosawa, ou aussi un exemple connu en Occident, Takashi Miike par exemple. Et en fait, donc c'est quelqu'un qui a connu un certain tournant, on va dire, au début des années, à la fin des années 80, puisqu'en fait, on va dire qu'il avait tourné une grosse production qui s'appelait Sweet Home. Oui. Qui était une grosse production fantastique qui, comme pas mal de productions japonaises des années 80, début des années 90, essayait de rejouer le succès des productions américaines de l'époque
Donc ici, c'est le cas de Poltergeist, de Steven Spielberg et de La Maison du Diable de Robert Wise. Et donc Steven Spielberg et Tobe Hooper, dont on reparlera, puisque ce sont deux cinéastes importants pour Kiyoshi Kurosawa. Et en fait, donc, c'est un film qui a été assez particulier puisque c'était un assez gros budget et surtout que c'était un film pour lequel déjà il avait eu recours aux effets spéciaux de Dick Smith. Dick Smith qui était le maquilleur, le grand pionnier du maquillage moderne dans les années 70. Pour vous faire simple, c'est lui qui a fait les maquillages de l'Exorciste, du Parrain, de Taxi Driver, de Amadeus. Donc c'était un grand nom du maquillage, c'était une véritable star. Et Kiyoshi Kurosawa avait pu le ramener sur ce projet. Et en fait, le point culminant de ce projet, c'est en fait la participation d'un acteur-producteur très célèbre qui s'appelle Juzo Itami, qui était donc une célébrité extrêmement importante au Japon et à cette époque, et qui a apparemment mis un peu des bâtons dans les roues à Kiyoshi Kurosawa, au point qu'il a eu énormément de mal sur ce projet, qu'il a fini par renier, ce qui n'empêche pas d'en parler, mais j'en parlerai peut-être effectivement bien plus tard. Oui, d'ailleurs c'est intéressant de savoir, parce qu'en fait ce film Sweet Home, qui a été réalisé, alors si je ne me trompe pas, en 1989, voilà. En fait, il s'agissait, mis à part les films érotiques qui sortaient dans un circuit parallèle, il s'agit du premier véritable film de cinéma à tourner pour les salles de Kiyoshi Kurosawa. Mais suite à cette expérience, en fait, il est retourné vers le DTV, donc le V-cinéma. Et il s'est ensuite spécialisé, donc durant une grande partie des années 90, il n'a pas fait que ça, mais il s'est principalement spécialisé dans le V-cinéma de Yakuza, des films de Yakuza. Donc il faisait ses films très consciencieusement, tout ça, mais malgré tout, c'est pas un sujet qui lui parlait plus que ça, même s'il ne renie pas du tout ses films. Mais par contre, dans toute cette vague de films de Yakuza, il y en a un qui a été plus important que les autres à ses yeux, qui s'appelle Serpent Path. Le Serpent Path, donc, qui est un film de séquestration en huis clos, et avec comme acteur principal Sho Aikawa, qui était acteur principal d'énormément de films de Kiyoshi Kurosawa à l'époque, et qui est surtout connu en fait pour ses collaborations avec Takashi Miike dans des trucs comme les Dead or Alive ou Zebraman. Et en fait, Serpent Path, c'est important pour Kiyoshi Kurosawa parce qu'il dit que c'est dans toute cette vague de V-cinéma, c'est le premier film dans lequel il s'est dit que il pouvait commencer à affirmer son point de vue, en fait, sa patte. Et il dit que, en fait, sur ce film, ce qu'il a fait, c'est que plus que sur ses précédents, il a insisté sur le drame humain et aussi sur une dimension plus horrifique qu'à l'accoutumée, ce qui fait que c'est vraiment un film de Yakuza avec vraiment une atmosphère de film d'épouvante par moment. Et cette expérience a été très satisfaisante pour lui, et c'est ce qui l'a poussé, en fait, à faire Cure quelques mois plus tard. En fait, même Kiyoshi Kurosawa, dans certaines interviews, il dit que c'est suite donc à Serpent Path qu'il s'est senti en confiance pour aller vers un cinéma plus personnel et raconter une histoire qu'il avait en tête depuis longtemps, qui est celle de Cure. Donc là, il a pu passer définitivement à la case film de cinéma, car les producteurs lui faisaient confiance, étant donné que Kiyoshi Kurosawa était quand même connu pour avoir une grande habileté à gérer des petits budgets, donc comme beaucoup de cinéastes de V-cinéma, donc on savait qu'avec lui, il n'y aurait pas de dépassement budgétaire. Et aussi, il était réputé pour son caractère très calme et compréhensif. Et les producteurs se disaient qu'il n'y avait aucune chance en fait qu'il se batte avec les acteurs, contrairement à d'autres réalisateurs qui avaient des personnalités plus explosives, on dira. Finalement, ce film, Cure, ça a été un petit succès. Pas un succès énorme, mais en tout cas, la production trouvait le succès du film assez satisfaisant. Mais par contre, grosse réputation. C'est-à-dire le film n'a pas remporté énormément d'argent, même s'il était rentable, comme j'ai dit. Mais par contre, il a été très apprécié par ceux qui l'ont vu, la critique, les cinéphiles, et aussi une soudaine réputation internationale à partir de ce film. Et d'ailleurs, ce film fait même même si c'est pas un film d'horreur à 100%, plus une sorte de thriller avec des vagues éléments fantastiques. On va y revenir. Mais malgré tout, ce film, il peut être considéré comme étant la tête de file avec un autre film important du courant naissant en fait à la fin des années 90 de la J-horror. Et en fait, je pense qu'il y a deux films qui ont eu leur importance
dans cette vague, c'est donc Cure et bien sûr le célébrissime Ring de Hideo Nakata. Et là, on arrive donc au sujet principal de notre film, donc au sujet principal de l'épisode qui est Cure. Et en fait, donc il faut savoir que le contexte dans lequel a été tourné le film est quand même très important. Puisqu'on est dans la deuxième moitié des années 90, et à cette époque, il y a quelques années auparavant, il y a un petit film d'un certain David Fincher qui est sorti aux États-Unis, qui s'appelait Seven, et qui a en plus d'être un chef-d'œuvre qui a redéfini le genre du film de serial killer, a surtout lancé toute une vague que nous on a bien connue quand on était un peu plus jeune, qui était omniprésente au cinéma, à la télévision, qui était ce qu'on pourrait appeler le thriller apocalyptique. Donc c'était, pour faire très simple, des thrillers donc qui s'inscrivaient tous qui essayaient tous de refaire le succès de ce qu'avait fait le succès de Seven, c'est-à-dire un thriller dans des villes assez dans des grandes mégapoles plongées sous la pluie, avec des références assez mystiques, voire bibliques, avec en tête, on va dire en arrière-plan, cette idée de société qui va exploser à l'approche de l'an 2000 principalement, avec cette idée un peu de fin du monde, avec un inspecteur souvent dépressif et du moins qui a un rapport quasi bizarre quasi fusionnel avec le tueur qui le traque, etc. Donc c'est un genre qui a été très très vite qui a été très vite été en overdose, on peut dire. On va pas citer tous les titres, mais il y a eu de très très mauvais films. C'est vrai que par exemple on pensera à Résurrection de Russell Mulcahy avec du grand Christophe Lambert et David Cronenberg. Oui. Il y a eu, donc, comme tu dis très bien, il y a eu Résurrection, on pourrait citer Le Collectionneur, avec Morgan Freeman, donc avec la star, c'était marqué sur l'affiche, avec la star de Seven. On en avait plein, Six Pack. Ah oui, Six Pack était la version française, oui. Mais ça, on préfère oublier. Et puis, si jamais vous avez pas vu le film et vous voulez vous renseigner sur pourquoi ce titre, faites-le, vous ne reviendrez pas. Enfin, voilà, un petit peu plus. Donc en fait, si tu veux, donc c'est sur le papier, Kyo a effectivement tout pour s'inscrire on va dire dans cette voie un peu opportuniste. Et en fait, c'est un film qui est en fait de tous les avatars, on peut dire de Seven qui sont sortis à cette époque-là, c'est celui qui arrive à tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que les premières minutes font penser littéralement à un décalque de Seven. Il y a absolument tous les éléments, en fait. Oui, jusque dans la veste que porte l'acteur principal, Koji Yakusho. Très grand acteur, et qui est l'acteur fétiche, ou du moins récurrent de Kiyoshi Kurosawa. À cette époque. Oui. Et en fait, donc, pour vous dire, Kiyoshi Yakusho a la veste, littéralement, de Morgan Freeman dans Seven, en fait. C'est limite une signature qu'avaient beaucoup, justement, les avatars de Seven à cette époque. Fallait toujours que l'inspecteur ait un grand impair et tout. C'est le côté néo-noir, voilà. Où ça reprenait une version un peu, fin de siècle, gothique, tout ça, mais de tous les tropes du film noir des années 40-50, dont les longues vestes, etc. Et donc, en fait, en plus, pareil, il a des problèmes avec sa femme à la maison, un peu comme Morgan Freeman, qui a un peu une vie un peu dissolue dans Seven. Donc, en fait, les premières minutes, quand vous voyez le film, vous vous dites, ça va être un sous-Seven, parce que c'est littéralement, ça condense toute cette image. Mais pas que ça, il y a aussi le côté, par exemple, où, alors contrairement à Seven, dans Cure, le tueur, on découvre très tôt qui il est, mais par contre, tout comme dans Seven, les scènes de discussion entre le tueur et les flics, finalement, on a l'impression que les questions rebondissent sur le tueur, et finalement, ça devient une sorte de confession, en fait, de la personne qui interroge et non pas du tueur qui est interrogé. C'est-à-dire que ces scènes de dialogue entre le tueur et les flics, en fait, en révèlent toujours beaucoup plus sur le flic que sur le tueur. Et c'est vrai qu'il y a ce truc aussi à la fin de Seven, mais il y a beaucoup de choses, en fait, en commun. Et pourtant, les deux films se ressemblent pas du tout. Mais vas-y, Gaël, tu peux... En fait, si tu veux, la différence, c'est que le film de Kiyoshi Kurosawa va très vite s'éloigner de ce postulat. En fait, pour lorgner vers quelque chose qui se rapprocherait plus de l'ordre on va dire plus ou moins de ce qu'on pourrait appeler du fantastique suggestif. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait la singularité de Kiyoshi Kurosawa, et ce qui fait que moi, personnellement, je l'aime beaucoup, c'est que c'est devenu, malgré lui, j'ai envie de dire, le dernier cinéaste de toute une tradition de la peur suggestive à l'écran.
notamment donc tout ce qui remonte plus ou moins à Jacques Tourneur et à la Féline, mais aussi justement à Robert Wise sur La Maison du Diable, voire à Roman Polanski, ce qu'il pouvait faire sur des films comme Répulsion, Rosemary's Baby, c'est-à-dire la peur, mais juste avec le cadre. C'est-à-dire, vous ne voyez rien, mais vous sentez le malaise grandir à l'écran. Du fait de la manière dont les personnages sont placés dans le cadre, par l'importance accordée au décor, c'est-à-dire souvent dans des décors sinistres, etc., l'importance accordée au son, etc. Ouais, on y reviendra d'ailleurs au son. Ce qui est très important dans le film en plus, et aux ombres en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réinvestir le thriller à Seven pour faire on va dire un film entre guillemets fantastique, qui est lié justement à cette approche très suggestif de la peur. Mais d'ailleurs, ce côté suggestif, on l'avait. Après, c'est pas du tout les mêmes procédés de mise en scène, parce que Fincher est un cinéaste qui a une patte très affirmée et très personnelle, tout comme Kiyoshi Kurosawa est un cinéaste qui a une patte très affirmée et très personnelle. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi un point commun entre les deux films, ce côté suggestif, c'est-à-dire que la violence. Après, je reviendrai dessus parce qu'il y a des choses à nuancer, mais est jamais vraiment montré frontalement. C'est soit des ellipses, soit vraiment une mise à distance. Et comme dans Seven par exemple, où les meurtres on les voit pas, on les voit jamais. On voit le résultat qui des fois est horrible, tout comme dans Cure, hein, où par exemple, je me souviens, il y a une scène de meurtre qui est montrée en ellipse, mais ensuite on voit, je crois que c'est une femme médecin, il me semble, voilà, qui a été hypnotisée par le tueur, et donc après le meurtre qu'on n'a pas vu, par contre on la voit arracher à main nue le début d'un visage. Voilà, le visage de sa victime. Et à ce moment-là, ça cut en fait. Oui. Mais en ce qui concerne la mise en scène, oui, il y a vraiment un grand travail en fait pour pour faire fonctionner ce côté de peur. C'était quoi le terme? Suggestif. Suggestif, oui. Et c'est parce que voilà, Kiyoshi Kurosawa, c'est un cinéaste qui a une mise en scène qui est extrêmement précise et travaillée. Souvent, on va avoir des mini plans séquences, donc voilà, qui vont être extrêmement scénographiés. Alors souvent sur plusieurs niveaux de profondeur de champ, et une des marques de fabrique en fait de Kiyoshi Kurosawa, ce sont des plans, donc comme je disais, assez longs, où la menace elle va être présente dans le cadre, mais l'œil du spectateur en fait il est attiré par autre chose, et on se rend pas immédiatement compte en fait que le mal entre guillemets est déjà présent en fait dans le cadre. Par exemple, ça va jouer aussi, comme disait Johan, sur beaucoup de jeux d'obscurité, et c'est vrai que souvent ça crée et de hors-champ, oui, parce que chez Kiyoshi Kurosawa le hors-champ existe toujours. D'ailleurs, il en parle dans des interviews. Le hors-cadre, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le cadre, ou même ce qu'on entend dans le cadre, évoque systématiquement ce qui est extérieur au cadre, et ça crée une impression de menace continue mais impalpable. Et d'ailleurs, pour revenir au cadre, comme je disais, souvent les cadres sont très composés avec beaucoup de surcadrage, donc de cadres dans le cadre. Ça, ce qui renvoie aussi quand même, faut le dire, à une certaine tradition du cinéma japonais des années 60. Ce côté très très précis, comme je dis, avec beaucoup de surcadrage, où finalement le cadre est constitué d'une multitude de cadres. Et c'est vrai que par exemple, si on regarde l'architecture et la décoration intérieure japonaise classique, se prête à ce type de mise en scène, et donc on voyait ça très souvent, et en plus ils arrivaient à conférer beaucoup de sens à ça. On voyait ça dans les films de Gosha, de Kobayashi, etc. Et Kiyoshi Kurosawa, même s'il est sur une autre forme de cinéma, on retrouve en fait ce langage cinématographique qui est, on retrouve ça dans beaucoup de pays, mais qui est quand même assez spécifique au cinéma japonais, j'aurais tendance à penser. Et par contre, j'avais beau dire que la mise en scène était très travaillée, très construite. Par contre, ceci dit, et c'est quelque chose que je trouve très plaisant dans le film, c'est malgré tout, il y a quand même un aspect un peu rugueux, enfin, je sais pas comment dire, un peu sale, qui fait qu'on n'est pas du tout dans le truc chichiteux ou esthétisant, en fait. Voilà, comme je dis, il y a ce côté un peu rugueux qui rappelle les précédentes œuvres de Kiyoshi Kurosawa, va bien avec le propos en fait sur la décrépitude qu'il y a dans le film. Ça aurait été quelque chose de beaucoup trop léché, finalement ça aurait pas pu correspondre. En fait, je pense que ce que tu dis, c'est tout simplement, c'est qu'il est immersif dans le sens où chez lui, c'est qu'il veut une sensation de réalité et de banalité dans sa description, pour mieux que le spectateur croie en sa dimension fantastique. C'est quelque chose c'est un fantastique
horrifique qui est inscrit dans le quotidien, en fait, dans le quotidien de la société japonaise de l'époque, et ce qui fait que tu as une sensation de proximité qui est immédiate, en fait. Par ailleurs, je rebondis justement sur ce que tu dis sur l'approche qu'il a du cadre, c'est que chez lui, les zones fantastiques sont souvent délimitées au sein même du décor. C'est-à-dire que souvent dans ce film-là, tu as la zone où agit le tueur qui est isolée des autres parties du décor, notamment lorsqu'il est en prison. Tu as une sorte de cadre dans le cadre, en fait, et c'est d'ailleurs le cadre en arrière-plan, souvent qui est une partie isolée du décor, qui joue en fait sur l'idée que le tueur, ou du moins sa présence, son omniscience sur les événements, agit sur le sort des protagonistes. C'est un truc que tu vas retrouver beaucoup dans son grand film suivant qui est Kairo, avec justement l'idée de symboliser le monde des morts, avec juste des scotch rouges et des pièces qui sont mises en scotch rouge. Qui délimitent un espace. Qui délimitent un espace. Et chez lui, en fait, il y a l'espace, la manière en fait dont l'espace des morts coexiste avec l'espace des vivants, qui est quelque chose de très, encore une fois, japonais, puisque c'est très lié à la manière dont appréhendent, on va dire, le monde des morts, ce genre de la mythologie japonaise, etc. Et en ça, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as dans son approche de la scénographie quelque chose qui est de l'ordre de l'épure, mais une épure qui est plus, comme tu dis, à l'ancienne. C'est-à-dire, effectivement, on retrouve ce que tu dis, ces mouvements de caméra très précis, mais qui en même temps laissent respirer les acteurs dans le cadre, laissent interagir, à tel point que chez lui, c'est peut-être plus poussé que chez d'autres. Je trouve qu'il y a un côté dans celui-là qui est presque de l'ordre du théâtre, avec ces scènes parfois justement comme tu dis épurées. Ça m'a beaucoup marqué sur la scène de l'interrogatoire justement, où justement tu as l'un des je me rappelle plus, c'est le suspect ou tueur qui justement se plaint justement d'avoir tué, et en fait t'as tout un jeu sur le jeu de la scénographie avec les acteurs. En fait, il déplace sa caméra de manière très subtile, mais de manière à ce que il n'y ait pas de chant violent au montage, en fait, c'est-à-dire de raccord violent au montage. Et c'est mon deuxième point, c'est que c'est quelqu'un qui sur ce film-là en tout cas, a travaillé extrêmement la manière d'amorcer les gros plans. C'est-à-dire que chez lui, le gros plan a une signification particulière par rapport à l'avancée de la scène et de son histoire. Le plus notable étant bien évidemment le briquet qui s'allume dans le champ de la caméra au tout début et qui va avoir une importance sur le récit et qui est montré en gros plan, envahissant une partie du cadre et laissant l'arrière-plan avec le visage d'un des principaux protagonistes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important chez lui, en fait. Et je voudrais étaler dessus, c'est vrai qu'il y a un côté, qui le rapproche vraiment d'un cinéaste japonais, mais c'est-à-dire même dans sa manière d'appréhender la scénographie, qui n'est pas du tout ce qu'on pouvait voir en Occident. C'est-à-dire que c'est vraiment un cinéaste, on va dire, qui a une approche vraiment japonaise de la scénographie, telle qu'on pouvait l'avoir chez les cinéastes que tu lui dis, ou même chez des cinéastes qui ont pas du tout œuvré dans une approche baroque. Je pense notamment à des types comme Ozu, ce genre de choses, c'est-à-dire ce genre de cinéaste, ou qui avait une approche qui était très le cadre dans le cadre, mais de manière aussi très moins maniériste. Voilà. Oui, mais en plus Mizoguchi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Mizoguchi, c'est aussi un cinéaste qui est énormément dont le langage est énormément basé en fait sur des plans séquences dont la machinerie en fait en termes de mouvement d'appareil, tout ça et tout, paraîtrait presque imperceptible, même si souvent c'est du gros travail, mais en tout cas c'est pas du tout ostentatoire. Et c'est des plans séquences en fait qui sont très finement scénographiés par rapport au déplacement des acteurs dans le cadre, de comment certains éléments sont progressivement mis en avant pour dramatiser le plan séquence et tout ça, quelque chose qu'on retrouve chez Mizoguchi, mais qui est aussi quelque chose, je trouve qu'on a chez un cinéaste qui compte beaucoup pour Kiyoshi Kurosawa, et pourtant c'est difficile de les associer parce que généralement on voit pas trop le point commun entre eux parce qu'ils sont pas du tout considérés comme le même type de cinéaste, mais c'est Steven Spielberg. Par exemple, les fameux Spielberg Warners, ces petits plans séquences très très finement scénographiés, dont je crois que c'est Tomizu qui avait fait une superbe vidéo sur ça. Et c'est technique, c'est narratif, c'est une façon de raconter son histoire par la caméra et par la mise en scène qui
je trouve, qui rapproche Spielberg de Kiyoshi Kurosawa. On sent vraiment des ponts, en tout cas stylistiques, entre les deux, même si quand on voit un film de Spielberg et un film de Kiyoshi Kurosawa, ça se ressemble pas du tout, hein, je tiens à le préciser. Il y a aussi un chose, je pense que ce qu'il pourrait dire, ce qui lui a permis en fait de se détacher de ça au-delà de l'aspect mise en scène, c'est, on pourra en venir plus sur le sujet même du film, c'est-à-dire qu'en fait c'est sa manière en fait d'aborder le fantastique sous un jour incongru, quand on parlait souvent donc de la peur subjective, mais en fait dès le début ça commence avec cette espèce d'inquiétante étrangeté en fait. Voilà, le terme exact qui définirait mieux Cure, c'est l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire que l'élément perturbateur du récit qui va vraiment enclencher les hostilités après la scène pré-générique, c'est justement cette présence d'un mec sur une plage, au loin, on ne sait pas qui c'est, qui il est là, enfin qui est-il, et en fait au fur et à mesure on va apprendre qui il est, mais je veux dire il y a on comprend instinctivement par cette scène-là et par justement la manière dont il est filmé que c'est lui justement qui est l'élément perturbateur qui va gangréner tout le récit et qui va mettre mal à l'aise les spectateurs. Et en ça en fait si tu veux le film en fait fonctionne sur ça, sur cette présence d'éléments incongrus du quotidien, mais qui contamine en fait tout l'environnement aux alentours. Et là, on peut peut-être plus rentrer justement, en parlant de cette séquence de la première apparition du tueur sur la plage, oui, il y a vraiment pour le coup des procédés de mise en scène qui créent une vraie étrangeté et une dimension fantastique, horrifique à partir de, entre guillemets, pas grand-chose. C'est-à-dire c'est seulement des plans en fait d'un mec seul sur une plage. Et à ce moment-là, et comme dans tout le film en fait, ça faut le préciser, il y a quasiment aucune musique, enfin très très peu de musique intradégétique. Mais par contre, il y a, comme on le disait plus tôt, on disait qu'on allait y revenir justement, mais par contre il y a un travail sur la bande son, et une bande son en fait qui est très agressive, on dira, pas forcément agréable. Bon après c'est voulu et ça fonctionne. Ouais. C'est une bande son en fait qui est constituée de plein de bruits du quotidien et qui sont vraiment mis en avant. Genre par exemple ça va être des grésillements de lampes, une machine à laver qui va tourner, ça va être aussi un ascenseur qui monte, qui descend, des bruits de canalisation, des feux de signalisation, en fait tous ces petits bruits vraiment qui sont mis en avant et qui deviennent aliénants en fait pour le spectateur, tout comme dans le film on comprend que la société urbaine ça est aliénante pour les protagonistes. D'ailleurs aussi dans l'utilisation de ces bruits, en ce qui concerne par exemple en ce qui concerne par exemple la machine à laver, les lampes qui grésillent et tout, il y a aussi une idée de dérèglement qui est très importante en fait dans ces films. On y reviendra. Et en fait ce travail sur le son va créer une atmosphère qui est très très sourde et oppressante. Et justement, en disant ça, je pense au bruit des vagues lors de la première apparition du tueur sur la plage. Et là, à ce moment-là, le bruit des vagues, il se transforme en bruit sourd et il finit par couvrir absolument toute la bande-son. Et d'ailleurs, cette atmosphère quasi fantastique, elle passe aussi par le visuel, pas que par le son, puisque en fait, quand le tueur apparaît sur la plage, il y a une lumière qui est très étrange et changeante, qui est due en fait au passage des nuages, et donc qui change la luminosité. Et il a vraiment réussi à capter quelque chose en fait qui confère une atmosphère fantastique, alors qu'en fait c'est juste des nuages qui vont couvrir le soleil pendant quelques secondes. Il y a aussi en fait, si tu veux, cette idée dans l'incongruité qui moi me fait penser un peu à ce que même dans les inserts de violence qu'on peut voir, dans l'étrangeté dans la manière, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un sentiment d'étrange, même dans l'onirisme dans la manière dont il aborde la violence à travers un prisme un peu succinct et onirique, quelque chose qui le rapproche de toute une tradition du fantastique japonais. Et je pense notamment à Nobuo Nakagawa, je pense notamment à son film L'Enfer de donc Jigoku, son adaptation sa représentation des enfers, où justement pareil, si tu veux, t'as cette espèce, parce que c'est là aussi où Cure est assez impressionnant, c'est dans les mises à mort qui ressemblent plus où justement en fait les gens qui commettent les actes d'assassinat qui sont commandés à distance se suicident, et certains d'entre eux se suicident, et en fait justement dans la violence des suicides il y a quelque chose de l'ordre presque du sacrificiel
du cérémonial, qui rappelle justement ce qu'on pouvait voir dans Jigoku, justement, avec la scène de suicide que pouvait faire Nobuo Nakagawa, en fait. Cette espèce d'onirisme, cette espèce de violence frontale, mais qui touche au cérémonial. Et alors, en fait, si tu veux, ce qui, moi, m'avait marqué en revoyant le film, c'est qu'en fait, Cure, en fait, dans son propos, qui raconte quand même l'histoire d'un tueur, en fait, qui ne tue pas, mais est commanditaire des assassinats, qui propage le mal et qui hypnotise justement la population. Alors, on peut y voir une allégorie d'un événement qui est survenu quelques années auparavant au Japon. C'est bien sûr le suicide, enfin l'attaque au gaz sarin de Tokyo, qui avait été orchestrée par Shoko Asahara de la secte Aum Shinrikyo, qui avait pas mal d'ailleurs traumatisé, parce que le mode opératoire du tueur dans Cure peut être une extrapolation de ce qui avait été avec Shoko Asahara, puisque Shoko Asahara n'avait pas tué, mais avait commandité justement l'attaque du gaz sarin et avait demandé à ses adeptes justement de tuer, et pas lui. Et pareil, il tuait justement les opposants, ou justement ceux qui ont été sur cette. Il y a effectivement une proximité allégorique qui est plus qu'évidente avec cet événement qui avait traumatisé le Japon quelques années auparavant. Et puis pour revenir en fait sur la dimension justement plus fantastique, il y a chez Kiyoshi Kurosawa donc l'idée de la contamination par le mal, en fait. C'est-à-dire que dans le film, le tueur utilise l'hypnose pour contaminer plus ou moins les gens autour de lui, qui à leur tour vont reproduire le même schéma. Ce qui va entraîner quelque chose de l'ordre c'est une volonté de créer l'apocalypse, plus ou moins, mais ça on comprendra vers la fin. Et c'est quelque chose, donc en plus avec encore une fois des détails incongrus du quotidien, le plus marquant étant l'eau, l'utilisation des gouttes d'eau et de l'eau, qui sert justement à hypnotiser les principaux protagonistes pour leur faire perdre pied et justement les faire justement commettre les crimes. Et en ça, en fait, c'est difficile de ne pas y penser. Il se rapproche énormément dans sa thématique de la contamination par le mal, mal sinueux qui s'insinue dans les moindres sphères. De toute façon, Kiyoshi Kurosawa est un fan de Carpenter, mais c'est vrai que, tu vois, rien que le fait de placer un élément incongru au début sur une plage, tu pourrais penser, c'est un peu le même procès que tu as au début de The Thing, avec le chien qui est poursuivi dans la neige, justement, par un hélicoptère. Mais en fait, je pense que s'il y a bien un film dont on peut le rapprocher, c'est l'opus suivant de la trilogie d'Apocalypse, qui est Prince des Ténèbres, qui est vraiment le film qui, enfin, comment dire, le film avec lequel tu peux le plus mettre des parallèles avec les travaux horrifiques de Kiyoshi Kurosawa, puisque c'est un film qui repose littéralement sur l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire des gens dans des rues qui saluent le soleil, tu sais pas trop pourquoi, un élément liquide, en l'occurrence le liquide vert qui représente l'espèce d'antichrist, alors que chez Kiyoshi Kurosawa, c'est un élément naturel qui enclenche justement un début de contamination par le mal. Il y a vraiment quelque chose qui le rapproche énormément du Carpenter de Prince des Ténèbres, en fait. Cette idée presque de film de body snatchers quelque part, en fait. Mais de manière très quasi métaphysique, puisque comme on disait justement, c'est quelque chose qui s'insinue dans les rouages, toutes les rouages de la société japonaise, et qui conduit justement à une forme d'apocalypse. Bah d'ailleurs oui, puisque en fait si on regarde les personnages qu'on suit dans le film, et ces personnages en fait ils représentent vraiment la société japonaise, c'est-à-dire il y a une femme au foyer, un salariman, un policier, etc. Et pour le coup il y a quelque chose qui rapproche vraiment le film de pas mal d'autres films de Kiyoshi Kurosawa, et en particulier son autre chef-d'œuvre Kairo, c'est que c'est un film qui est clairement sur une société névrosée en fait, et le titre Cure n'est pas anodin, parce que le film a un propos quand même assez vénère, quoi, enfin subversif et bien méchant, puisque Franck en fait il nous présente une société totalement névrosée, en fait, où tout le monde est rongé par la solitude, la communicabilité, etc. Enfin, qui sont des thématiques récurrentes chez Kiyoshi Kurosawa. Et dans une interview, Kiyoshi Kurosawa il dit qu'en fait le titre de Cure, guérison, c'est que il montre que d'une certaine façon, c'est totalement désabusé, hein, ce qu'il dit, mais que cet apocalypse en fait est une façon de guérir une société qui est totalement décrépite. Et par exemple, il parle du personnage du flic.
Et en fait, c'est un type qui est au bout du rouleau, en fait. Dès le début du film, en fait, sa première apparition, il est au volant de sa voiture, il est en train de soupirer, le mec, il en peut plus, quoi. Il est au bout de sa vie, on a l'impression. Et ce personnage, bah, il finit, on peut dire, par trouver la paix en devenant une menace pour la société, en fait. Et ça, Kiyoshi Kurosawa insiste bien sur ça dans certaines interviews. C'est-à-dire que, en fait, sa guérison, lui, il guérit, voilà, en devenant une menace pour la société japonaise et en participant à sa destruction, en fait. Ce qui fait que le film a quand même un fond, voilà, bien énervé. En fait, c'est vrai que c'est assez bizarre de le dire comme ça, parce qu'en plus, le film fait littéralement est assez désespérant dans ses dernières notes, puisqu'en fait, tu comprends qu'en fait, le tueur, même si il finira par disparaître ou autre chose, sa propagation du mal, entre guillemets, aura gagné, en fait. C'est-à-dire que, à travers justement les rituels, la gestuelle qu'il utilise pour hypnotiser justement le personnage du flic, justement, tu comprends que ça va se développer partout ailleurs. Et c'est d'ailleurs un truc qui est assez marrant, parce que c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que en fait, il va jusqu'à remonter à l'importation de l'hypnose, donc au Japon. Et en fait, ça, dans le récit, c'est super, parce que ça crée l'idée que c'était... D'ailleurs, couper 2 secondes, il y a un truc qui est très intéressant dans le film, c'est que quand il parle de l'hypnose au Japon, en fait, le terme qu'ils utilisent, en tout cas dans les sous-titres anglais, mais je pense que dans la version française, c'est vrai, c'est hypnose égale soul conjuring. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est justement l'idée de conjurer les esprits, donc ce qui fait que ça rapproche davantage cette définition de quelque chose de presque fantomatique, avec justement en plus cette idée très belle et très bien utilisée qu'on ne voit jamais justement, parce il va remonter jusqu'aux origines de l'hypnose au Japon, et en fait il trouve une photo de celui qu'il a importé, mais on ne voit jamais son visage, en fait. Et je trouve que c'est une très très belle idée de cinéma, une idée toute simple, encore une fois, comme toujours chez Kiyoshi Kurosawa, c'est souvent des idées très simples, mais bien placées au bon endroit et qui font tout leur effet. Et ce que je voulais dire, comme chez Spielberg, hein, l'évidence qui tape juste. Mais même un peu chez Carpenter, justement, aussi. C'est toujours des récits très simples, très évidents, très minimalistes, dans le cas de Kiyoshi Kurosawa et de Carpenter, mais qui, en fait, ont des enjeux de malade, en fait. Littéralement, des enjeux thématiques de malade et tout. Et ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée presque encore une fois, de mal antédiluvien, parce que je disais, revient aux origines de l'hypnose. L'idée du mal, c'est qu'il vient de l'hypnose qui a été importée au Japon. Et en fait, je crois au siècle d'avant. Et en fait, justement, il part de l'idée que c'est presque un mal antédiluvien, en fait, qui attendait juste son heure pour, un peu comme, c'est pas du Lovecraft, mais il y a quand même cette idée un peu, justement, cette idée un peu de vieille idée de mal mythologique qui attendait juste son heure pour justement éclore. Et c'est vrai que ça le rapproche encore une fois de toute une tradition du cinéma fantastique old school. Et c'est vrai que c'est un truc, comme je disais en début d'intro, c'est que c'est devenu quelque part, parce que on parle de Cure, mais on pourrait parler de ce qu'il a fini par devenir au fil des ans. C'est un peu, moi, ce qui me fait plaisir, mais en même temps, ce qui me fait un peu de la peine, c'est, comme je disais, c'est vraiment le dernier représentant de cette approche du fantastique, qui était très ancré au cinéma, qui était très ancré dans le XXe siècle, dans quelque chose, et ça me rend un peu triste, mais c'est vraiment le dernier qui fait ça, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir, en fait, sur ce qu'on disait, sur ce que le personnage, en fait, du tueur révélait sur la société japonaise, je vais citer un collègue que je salue s'il nous écoute, qui est Justin Cody, donc qui tient le blog chronique du cinéphile stakhanoviste, et qui disait à propos du tueur, Mamiya semble en effet représenter la catharsis incarnée de cette société japonaise où il faut toujours masquer ses émotions et faire bonne mesure face aux autres. Et c'est vrai que, comme je disais, tout comme dans Kairo, Cure montre que la société japonaise, en fait, est conçue de façon, en fait, à névroser les gens, voilà, et à renforcer des sentiments, comme je disais, de solitude et d'incommunicabilité. Ce titre, dans le film, il y a une ligne de dialogue que je trouve assez importante et révélatrice. C'est lorsque Takebe se confie au tueur, parce que, comme je disais précédemment, à chaque fois qu'une personne rencontre en contact avec le tueur, en fait, le tueur ne fait que le renvoyer à lui-même, et la personne finit par se confesser sans rien savoir du tueur. Et donc Takebe lui dit:
J'ai été formé à ne pas montrer d'émotion. Et voilà à quoi ça m'a mené. Ma femme et moi ne pouvons pas nous comprendre. Et donc c'est vachement révélateur en fait de ce que le film dit en résumé sur la société japonaise. Comme le disait très bien Johan précédemment, le film voilà parle vraiment de la contamination et cette contamination en fait elle provoque un dérèglement. Le personnage de Takebe, donc l'inspecteur, suite à sa prise de contact avec le tueur, il est pris de flashs hallucinatoires. Genre par exemple, il y a une séquence que je trouve incroyable et d'une puissance dramatique très forte où il hallucine et voit sa femme pendue. Et à ce titre, ce dérèglement, ce que je trouve vraiment passionnant, c'est qu'il semble impacter la narration visuelle et scénaristique du film lors de son dernier acte. C'est-à-dire que où le film avait un côté voilà simple, limpide et tout ça, le dernier acte va plus jouer sur une déconstruction de la perception de l'espace et de la temporalité, comme si en fait à l'instar de Takebe, durant toute cette séquence voilà, comme si à l'instar de Takebe on avait été hypnotisé par le tueur lors de la séquence avec la tache d'humidité là qui grandit au plafond c'est ça. D'ailleurs qui est une pure séquence fantastique hein, dans l'imagerie. Et à partir de là, on est dans le même état de perte de repère en fait que les personnages. Comme je disais, il y a de plus en plus d'ellipses. Genre par exemple la séquence d'évasion du tueur en fait qui n'est pas montrée. Après, ça devient une sorte vers la fin, ça devient limite cryptique, puisqu'en fait, tu perds pied à terre avec la réalité, au même titre que l'inspecteur, et en fait, ce qui fait que ça devient de plus en plus confus, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment est-ce que les événements qu'on voit sont ceux que l'inspecteur imagine dans sa tête, ou est-ce que c'est ce que le tueur est en train de produire sur l'inspecteur vers la fin. Mais pourtant, le film, ce que le film raconte est clair. C'est-à-dire, on est pas dans une état de confusion, mais à la fin, on n'a pas vraiment de doute sur ce qu'il nous a raconté. C'est-à-dire qu'il sait exactement que ces scènes un peu surréalistes et oniriques sont placées au bon endroit par rapport à ce qu'il veut nous faire ressentir par rapport à l'état émotionnel dans lequel est l'inspecteur, en fait. Oui, et d'ailleurs, à propos de l'idée d'hypnose, comme je disais, le film, en termes de travail de rythme et de montage aussi, on voit qu'il a été pensé autour de cette idée. C'est-à-dire que le film, il a quelque chose d'hypnotique, tout simplement, et dans son rythme, la longueur des plans, certains motifs qui vont être un peu obsédants, c'est qui vont revenir sans cesse. Genre par exemple, la bande son, c'est avec ces petits bruits récurrents qui deviennent un peu aliénants. Et même visuellement, par exemple, il y a des scènes qui vont se dérouler dans des décors grisâtres, vraiment parce que la ville, elle est en décrépitude totale dans ce film. On a l'impression que c'est un champ de ruines, Tokyo. Et des fois, tu vas avoir des plans qui vont se dérouler dans un décor qui paraît totalement décrépit, mais avec des feux de signalisation, c'est rouge qui vont clignoter comme ça. Et en fait, il y a tout un truc rythmique en fait qui tourne autour de l'idée d'hypnose. Et donc, comme je disais, qui cherche à plonger le spectateur dans une sorte d'état second, et notamment, justement, lors de certaines séquences qui tendent largement vers le fantastique, dont celle qu'on a mentionnée il y a quelques secondes, qui est un long plan avec une tache d'humidité au plafond, en fait, qui grandit à vue d'œil, pour ensuite laisser tomber quelques gouttes d'eau, en fait, une goutte d'eau qui tombe sur le fameux briquet. Dit comme ça, ce plan paraît tout simple, mais en fait, si on est pris vraiment dans la rythmique hypnotique du film et tout, c'est un moment très marquant. Il y a aussi un autre truc par rapport à la contamination par le mal et au fait que justement on parlait que c'était un des films piliers de la J-horror, c'est qu'il y a un lien, justement, de nombreux liens avec l'autre grand classique qui est Ring, de Hideo Nakata. Donc, notamment avec une image vidéo. Oui, tout à fait. Oui, il y a une séquence avec une vieille VHS, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que le film de Ring de Hideo Nakata tourne aussi autour de l'idée de contamination, en fait, qui part de cette VHS. Et d'ailleurs, petite anecdote que j'aimerais vérifier, mais que je n'ai pas réussi à vérifier, mais au cas où je le place quand même, il y a des rumeurs des rumeurs qui disent que les fameuses séquences VHS de Ring en noir et blanc, ça aurait été réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Mais en fait, il y a aussi Jean-Pierre Denet qui avait expliqué que c'était ça, en fait, qu'il y avait justement les séquences VHS et qu'à la base, apparemment, Kiyoshi Kurosawa devait réaliser Ring à la base et c'est finalement Hideo Nakata qui l'a réalisé, en fait. Apparemment, c'est ce que j'avais entendu dans le Quartier interdit de Jean-Pierre Denet. Ouais.
alors tout à l'heure, Johan faisait référence aux attentats au gaz sarin donc, dans le métro de Tokyo, qui finalement a quelque chose qui a beaucoup influencé le thriller japonais de l'époque. Et même la littérature, parce que Murakami avait écrit un livre justement d'enquête, enfin de témoignage par rapport à cette histoire justement. Oui, tout à fait. Et donc on peut, on peut finalement considérer que ça fait partie en fait des histoires qui ont inspiré Kiyoshi Kurosawa pour faire Cure. Mais dans une interview, Kiyoshi Kurosawa dit aussi que l'idée de Cure lui venait en fait de nombreux faits divers où généralement quand des personnes sont interrogées sur le tueur, les personnes des fois vont dire ah non mais c'est quelqu'un de normal, de gentil, on voyait pas de soucis, une personne affable. Souvent des fois les meurtriers sont définis ainsi par leur entourage, voisinage, et Kiyoshi Kurosawa il se posait la question en fait, alors comment cette personne a pu commettre de tels meurtres là, et si c'était lui et pas vraiment lui en même temps, et ce qui l'a mené ensuite à partir de là à se poser des questions en fait sur l'identité et sur le fait qu'une personne n'a pas forcément une seule identité mais qu'on est constitué en fait de plusieurs identités qui peuvent surgir à différents moments. Et voilà, c'est à partir de ça en fait qu'il a développé le scénario de Cure. En fait, je pense qu'on a fait un tour complet sur Kiyoshi Kurosawa, sur vis-à-vis de Cure. De toute façon, on pourrait s'étendre des heures sur le film, mais juste rappeler en fait que dans son approche artisanale, c'est quelqu'un qui en fait est très versatile en fait, parce que là on vous en parle comme ce qu'il est, hein, c'est-à-dire un thriller horrifique. Mais c'est vrai que il a souvent eu un côté très, il a eu beaucoup, en fait, il a été très tôt suivi par la presse institutionnelle cinéma, mais vraiment entre guillemets de prestige, c'est-à-dire tout ce qui est les cahiers du cinéma, etc., qui en ont fait, hein, on peut le dire, un de leurs chouchous, hein, rien de péjoratif là-dedans, mais c'est vrai que c'était une constatation, à tel point qu'on l'a mis un peu dans les cinéastes, on va dire, de genre d'exploitation, mais en même temps très autorisant. Parce qu'effectivement, il y a une approche qui est très marquée justement par son style, par un style qui est très épuré, etc. Alors que, en fait, plus le temps passe, plus je me dis qu'effectivement, c'est quand même un des derniers artisans de old school, en fait, qui existe, comme je disais, dans son approche du fantastique. Et c'est vrai qu'au point où justement c'est un cinéaste, si vous avez la chance de lire son livre où il évoque qui a été édité chez Rouge Profond et où il parle justement de son rapport au cinéma d'horreur et notamment de fantastique et ou même du cinéma en général, il a des goûts très très versatiles parce que c'est un mec qui aime aussi bien Eric Rohmer que Steven Spielberg, etc. Il considérait même la guerre des mondes comme un des 10 meilleurs films de la décennie des années 2000. Enfin, pour lui, c'était un film très important. Il a aussi beaucoup d'affection pour Richard Fleischer, qui est un des très grands artisans touche-à-tout du cinéma américain, totalement oublié, beaucoup oublié aujourd'hui. Donc, pour info, c'était le mec qui a fait L'étrangleur de Boston, qui a fait 20 milieux sous les mers, Soleil vert, etc. Oui. Et aussi, c'était un des points communs, donc c'est un truc qu'il raconte dans ce livre. C'est en parlant de ce cinéaste-là qu'il a beaucoup noué amitié avec un cinéaste américain qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse, qui est Toby Hooper, donc le cinéaste maudit de Massacre à la tronçonneuse, et au point que, pour vous donner un exemple, Kiyoshi Kurosawa est un grand fan des films de Toby Hooper post justement Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est-à-dire il a une grande admiration pour Life Force et tout, qu'il trouve très émouvant, etc. Je plus sois. Donc en fait c'est tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un de très 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 versatile, aussi bien dans ses goûts que dans son approche du cinéma, puisque après il va faire justement son autre opus magnum, comme on pourrait dire, qui est Kairo. Et il a fait Charisma. Je sais plus si Charisma c'est avant ou après. Charisma c'est entre Cure et Kairo. Voilà, donc excuse-moi encore pour ça. Et qui véhicule beaucoup de thèmes en commun aussi avec cela. Et en fait, après, je crois qu'il va connaître un petit creux à l'arrivée des années 2000. Et après, à partir de Tokyo Sonata, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est genre, on va tout le milieu des années 2000. C'est, voilà, il avait une petite baisse de régime. Puis
Tokyo Sonata, qui pour le coup n'est pas du tout un film de genre, mais une sorte de chronique intimiste, mais très très finement écrite, interprétée, réalisée, qui a été, voilà, sa carrière a redécollé, et ensuite il a livré pas mal de films très très intéressants. Ouais. Donc voilà. Et en plus, qu'ils sont allés des fois dans des trucs très, je dirais très noirs, ou des fois, mais qui plus le temps avance, plus ce sont devenus des films très sentimentaux, je trouve. C'est beaucoup plus lâché, je pense, à partir de dans le côté mélodrame, notamment à partir donc tu parlais de Tokyo Sonata, mais j'avais commencé à le resuivre quand il a fait Real, son film de science-fiction et tout, où ça devient de plus en plus, son cinéma devient de plus en plus, je trouve, mélodramatique, romanesque. Ah oui, mais même, c'est beaucoup plus romantique, sentimental, oui, effectivement, mais tout en gardant quand même, voilà, les caractéristiques dont on parlait précédemment, mais oui, mais c'est beaucoup moins nihiliste et désespéré que Cure, mais en même temps, peut-on faire plus nihiliste et désespéré que Cure? Alors, cela dit, la même année, il a sorti 2 films qui ont été pour moi très majeurs pour lui, qui sont l'inverse total l'un de l'autre. C'est Avant que nous disparaissions, et ce sera Marocco justement pour cet épisode. Oui, et donc concernant, alors on parlait donc de la cinéphilie de Kiyoshi Kurosawa. C'est pour aussi expliquer son approche du cinéma en fait. Il en parle pareil dans des interviews qui sont disponibles sur l'édition Eureka, le Blu-ray anglais de Cure, où il dit en fait que le cinéma qu'il aime le plus et vers lequel il tend, c'est ce qui a été fait à Hollywood peu avant le nouvel Hollywood en fait. La période où il y avait des cinéastes comme Peckinpah, Aldrich, Siegel ou Fleischer justement. Et Kiyoshi Kurosawa en parle en disant que ce sont des films qui trouvent, voilà, en termes de réalisation, de technique extrêmement beau et extrêmement bien fait. Enfin, c'est du bel artisanat, mais qui ont quelque chose en fait qui les rend très spécifiques. C'est que pour lui, les films de ces cinéastes de cette période-là ont à la fois ce côté extrêmement beau, extrêmement soigné, mais aussi sont des films qui sont ambigus, complexes et troubles en fait en ce qui concerne le propos et les personnages représentés. Et justement, quand il fait Cure, il pense beaucoup aux cinéastes du Hollywood de cette époque. En fait, c'est vraiment le cinéma vers lequel il veut tendre. Voilà. Alors, on aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce film, puisque c'est un film, voilà, qui est très riche, avec beaucoup de strates, de niveaux de lecture, qu'on vous invite vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Mais bon, à un moment, il faut bien arrêter de parler. Et donc, nous allons, avant de faire des petites recommandations comme d'habitude, nous allons d'abord dire où est-ce qu'on peut trouver ce film Cure, c'est visible comment. Alors, Johan, tu dois avoir la réponse. Écoute, tout simplement, depuis quelques semaines, au moment où on enregistre ce podcast, enfin, le film est disponible dans une édition collector, donc chez Blu-ray collector, chez Carlotta, tout simplement. Donc, qui ont restauré le film, etc. Enfin, une belle édition avec des interventions de Kiyoshi Kurosawa d'époque. D'ailleurs, je me demande si l'interview d'époque, c'est pas la même que celle qu'il y a sur le Blu-ray d'Eureka. Si ce sont les mêmes bonus, probablement. Enfin, voilà. Faut voir. Mais... Et un entretien de Stéphane de Messino. Alors, je m'excuse si jamais il nous écoute. Je m'excuse de prononcer mal son nom. Donc, je tiens à m'excuser auprès de lui s'il nous écoute. Mais le monsieur cinéma asiatique des Cahiers Cinéma qui revient justement sur la place du film et notamment la fascination qu'ont les Japonais pour les récits apocalyptiques, voilà. Et notamment, voilà, qui revient en fait sur toute cette tradition du cinéma japonais, aussi bien pour les films apocalyptiques, films d'horreur, etc. Donc c'est une interview, voilà, donc vous pouvez le trouver désormais très facilement en Blu-ray dans une belle édition. Et si jamais vous avez un petit budget, il y a une édition DVD qui est sortie il y a quelques années, voire une dizaine d'années, voire plus, chez MK2, et qu'on trouve assez facilement en fait, de façon des tarifs relativement abordables, mais après c'est vrai que vu le travail visuel et sonore du film, c'est mieux de découvrir sur l'édition Blu-ray de Carlotta, mais au cas où vous ayez vraiment envie de découvrir ce film sans pirater et que vous n'avez pas un budget énorme, il y a cette édition MK2.
Donc avant de terminer l'émission, nous allons faire comme habituellement quelques recommandations. Donc ça peut être un film de Kiyoshi Kurosawa ou un film d'horreur thriller japonais ou quelque chose qui se rapproche de loin ou de près de Kurosawa. Donc Johan, voilà, à toi la parole. Et ben moi je vais recommander un autre film donc de Kiyoshi Kurosawa qui est sorti en 2016 au Japon, mais en 2017 chez nous par l'intermédiaire de Eurozoom, que je salue si jamais il nous écoute, qui est donc Creepy, qui est un retour, on peut dire, à l'horreur pure pour Kiyoshi Kurosawa et justement aux thématiques qu'il abordait dans Cure et Kairo, mais à travers le prisme d'un film on va dire, de voisins un peu de voisins et de tueurs en série un peu, voilà, mix entre film de voisins maléfiques et tueurs en série, et qui... D'ailleurs, désolé de te couper, mais là on sent encore aussi une influence de Richard Fleischer avec des trucs comme l'étrangleur de Rillington Place avec Richard Attenborough, tout ça. Et qui est on va dire c'est déjà, c'était un des meilleurs films que j'avais vu cette année-là en 2017. Je l'avais mis dans les films qui m'avaient le plus marqué dans cette décennie, puisque c'était un des rares films justement qui renouait justement avec toute cette approche suggestive de la peur et tout, et qui me mettait vraiment mal à l'aise. Et je tiens à vous dire que on va dire que ça fait partie des 3 films, on va dire estampillés entre guillemets, parce que j'ai pas d'autre mot, estampillés horreur qui m'ont marqué cette décennie-là, c'est-à-dire il y a celui-là, mais quand je dis marqué, c'est-à-dire qu'il m'a resté des images. C'est pas juste le film sympa que j'ai bien aimé, mais c'est le film vraiment qui m'a marqué, dont je me suis rappelé avec plaisir entre guillemets, parce que c'est quand même celui-là qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Donc bien après la séance, et auquel j'y repense. Donc il y avait, pour vous dire, je me mettais aux côtés de Dernier Train pour Busan et Midsommar. Voilà, c'était... pas The Strangers de Naomi Jin que je n'ai pas vu, justement. Ah d'accord, parce que là aussi, regarde-le franchement. Mais voilà, voilà, c'était si vous me demandez quels sont les 3 films estampillés un peu horrifiques qui m'avaient marqué cette décennie, je vous répondrai sans hésiter Dernier Train pour Busan, Midsommar et Creepy de Kiyoshi Kurosawa, voilà, qui est pareil un film à petit budget en mode série B et tout, qui se déroule sur un voisinage, mais qui est vraiment un film sur encore une fois sur la contamination par le mal, qui est vraiment malsain et tout, mais exécuté de manière très intelligente. C'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu, du moins un des meilleurs films que j'ai vu cette décennie. Ouais. En plus, avec des gros points communs avec Cure, pour le coup, c'est tout le côté dérèglement de la perception de la réalité que le spectateur peut avoir au fur et à mesure du récit. C'est ça. Ouais. Et du coup, comme recommandation, en fait, j'avais parlé d'un film qui est sorti, si je me trompe pas, 2 ans après Cure, donc en 99, qui est un film d'horreur japonais qui se nomme Hypnosis. Et donc, qui est un film tout comme Cure qui tourne autour de l'hypnose. Et Hypnosis, en fait, c'est en gros résumé une vague de suicides très étrange, et on comprend que en fait les personnes qui se suicident ne le font pas de leur propre chef, mais finalement sont hypnotisées, manipulées en fait par un tueur qui les mène à se suicider. Et ce film, en fait, il est intéressant dans le sens où c'est un peu une sorte de négatif de Cure, car c'est la version exploitation, on peut dire, du film de Kiyoshi Kurosawa, quand même, qui est plus entre guillemets intellectuel, et Hypnosis. Donc il prend ce postulat, voilà, de thriller basé sur l'hypnose pour au final partir dans de l'imagerie horrifique japonaise grotesque, voilà, très très assumée, où il y a des moments, en fait, c'est même plus un thriller avec des touches de fantastique comme Cure, mais ça part vraiment en pur film fantastique, où en fait le réalisateur Masayuki Oshiai, qui d'ailleurs est un réalisateur de films d'horreur japonais plutôt estimable, hein, qui a fait des trucs comme Infection ou l'adaptation du jeu vidéo Parasite Eve, oui, que je n'ai pas vu, mais qui, paraît-il, est quand même dans le haut du panier des adaptations de jeux vidéo, ce qui n'est pas étonnant. Hein. et donc sur Hypnosis, oui, il y a des moments où il part vraiment dans une imagerie qui est celle du film de fantôme le plus exploitation. C'est-à-dire que si vraiment on s'attend à un thriller
un minimum réaliste et crédible, c'est pas le film qu'il faut voir. Mais à partir du moment où on accepte que, à partir de ce postulat de thriller, on part vraiment sur du film d'horreur voilà, japonais totalement décomplexé, c'est très intéressant dans le sens où en plus c'est bourré de bonnes idées, de concepts de séquences assez forts et avec pareil, une mise en scène qui pour le coup part sur quelque chose de beaucoup plus en fait ludique et fun que Cure, mais qui est quand même très soignée et intéressante. Donc voilà, ma recommandation, c'était ce film de Masayuki Oshiai qui se nomme Hypnosis, et je pense que ça peut être intéressant en fait pour avoir deux thrillers qui partent du sujet de l'hypnose et voir finalement la version respectable et la version finalement plus bliss, plus exploitation, mais qui est tout aussi recommandable à mes yeux. Et donc maintenant que nous avons terminé cet épisode, je vous dis à bientôt à tous les auditeurs. À bientôt. Et donc nous allons nous quitter sur comme d'habitude, sur une musique de film. Et cette fois-ci, la musique en question provient donc d'un film japonais de la même époque que Cure, hein, grosso modo, fin des années 90, début des années 2000. Et le film en question se nomme Blue Spring. Blue Spring, donc il y a un film de Toshiaki Toyoda, donc une sorte de film de gang rival, de voyous qui se déroule dans l'enceinte d'un lycée japonais et qui a la particularité en fait que toute la bande originale du film est composée par un groupe de garage rock un peu punk qui se nomme Film Michel Gun Elephant, et ils ont vraiment fait une superbe bande originale pour ce film Blue Spring. Donc nous allons nous quitter sur le titre qui ouvre Blue Spring, qui s'appelle Akage no Keri. Et je vous souhaite à l'écoute de ce morceau un bon petit pogo et à bientôt.